Oui, le crash récent que nous avons connu sur tous les marchés est secondaire à un phénomène, à des mécaniques monétaires. Bienvenue sur Monnaie Liberté, moi c'est Laurent, et nous allons voir ensemble une illustration de ces fameux Yen Carry Trade. Oui, j'ai un petit accent Texas du Sud, les habitués de la chaîne ne seront pas surpris. Grâce à la magie de la réalisation, je vais pouvoir donc illustrer ce que je vais vous raconter. Et donc désormais, vous n'êtes plus un particulier, mais vous êtes un institutionnel, une banque privée par exemple. Vous savez que emprunter du yen ne vous coûtera que 0,1% d'intérêt par an. Vous allez donc voir une autre banque commerciale, une banque concurrente, ou peut-être, si vous avez les bons accès, directement la Banque centrale du Japon, et vous empruntez, on va prendre ici un exemple assez simple, l'équivalent d'1 million de dollars. Nous sommes, pour l'exemple, j'ai pris la semaine du 24 juin 2024, et donc le taux de change est autour de 1 dollar égale 160 yens. On arrondit, on ne va pas chipoter. Et donc, vous vous retrouvez avec 160 millions de yens que vous allez convertir immédiatement en 1 million de dollars. Ce prêt vous coûtera donc 0,1% par an, et admettons que le taux de change entre le yen et le dollar ne bouge pas, cela vous reviendra donc à 16 000 yens par an, c'est-à-dire à peu près 1000 dollars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà réussi à emprunter à ce taux-là. Par exemple pour acheter votre maison ou... Enfin bon, je m'égare peut-être. Après tout, dans cette vidéo, vous n'êtes pas un particulier, excusez-moi, vous êtes une banque privée. Vous n'allez donc pas laisser ce million de dollars dormir sur votre compte courant. Qui fait ça? Non, personne. Vous allez donc, par exemple, acheter une obligation auprès de l'État américain. On appelle ça les fameux bonds en anglais. Et ce contrat, actuellement, vous rapporte autour des 4% par an. On arrondit toujours pareil, on va faire simple pour les calculs. On continue, juste pour illustrer. Imaginons que le taux de change ne bouge pas de l'année. Votre emprunt vous coûte donc 1000 dollars par an et l'obligation, elle, vous en rapporte 40 000. Vous avez donc gagné en un an 39 000 dollars. Mais ce n'est pas fini. Si le taux de change varie en votre faveur, c'est-à-dire si le dollar américain gagne en pouvoir d'achat par rapport au yen, et pour illustrer encore une fois, on va dire que désormais 1 dollar américain équivaut à 170 yens, lorsque vous faites le chemin inverse, c'est-à-dire lorsque vous reconvertissez votre million de dollars US en yens, vous allez vous retrouver avec 170 millions de yens. Lorsque vous rembourserez votre emprunt, donc de 160 millions de yens, non seulement vous aurez gagné sur les intérêts de l'obligation américaine que vous déteniez, si vous l'avez gardé un an, rappelez-vous, on a dit que ça équivalait à peu près 40 000 dollars, mais en plus, il vous restera 10 millions de yens qui correspondent, j'ai arrondi, à environ 59 000 dollars à ce taux-là, et donc vous avez généré presque 100 000 dollars sur 1 million en un an, ce qui représente donc 10%. C'est un beau bénéfice, c'est une belle réussite pour cette petite manœuvre monétaire. Vous êtes donc un génie et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, vous me voyez venir, quel est le risque? Vous savez bien qu'il n'y a pas de revenu sans risque. On peut transférer le risque, on peut transférer la perte aussi, comme la mutualiser, ce qu'ils ont fait en gros en 2008, mais il existe toujours un risque qui de temps à autre se matérialise. Eh bien, le risque principal ici est que le taux de change n'évolue pas en votre faveur et que le dollar américain perde en pouvoir d'achat par rapport au yen. Si nous repartons de notre semaine du 24 juin et que nous laissons couler, on dirait que ça se passe pas bien. Non, et voilà. Et là, c'est la cata. La semaine dernière, le taux de change est donc tombé à 1 dollar, équivaut à 141 yens et quelques. Toujours pareil, nous simplifions, donc gardons le taux de change, 1 dollar pour 140 yens. Faisons à nouveau le chemin inverse. Nous revendons notre obligation, on va dire qu'il n'y a pas de perte, donc nous retrouvons notre million de dollars que nous souhaitons convertir en yens. Désormais donc, avec ce nouveau taux de change, nous nous retrouvons avec 140 millions de yens et nous remboursons notre emprunt, sauf que notre emprunt est de 160 millions. Il nous reste donc 20 millions de yens, l'équivalent de 20 millions de yens à trouver dans nos poches. Mais ah oui, rappelez-vous, vous êtes une banque privée. Et donc vous avez d'autres actifs. Pour information, donc 20 millions de yens à ce taux-là représentent à peu près 143 000 dollars. Donc vous comprenez bien que même, encore une fois, si vous avez gardé, ça fait un an et que vous avez 40 000 dollars d'intérêt, il vous reste quand même l'équivalent de 100 000 dollars à trouver. Et donc vous allez vendre d'autres lignes, d'autres actifs qui eux peuvent être encore en bénéfice. C'est ce qui explique que les actions, l'or, même s'il a retracé assez faiblement, mais il y a une vente passagère, mais ainsi notre malheureux Bitcoin,
ont été vendus pour combler ces fameuses pertes. Et comme, rappelez-vous, vous êtes une institution, qu'elles ont tendance à se copier, un peu comme nous, hein, comme les retail, il y a des phénomènes de foule, vous n'étiez pas seul à faire ce pari-là. Et donc lorsque de nombreuses institutions doivent faire la même chose, doivent vendre des actifs pour rembourser un autre, et bien ça crée un mini-crack. Poursuivons un peu le raisonnement. Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas, malgré le fait que vous ayez vendu tous vos actifs, assumer votre perte, si vous faites défaut sur votre emprunt? La perte est donc transférée à la banque à laquelle vous aviez emprunté le yen. Elle vous a fourni cette liquidité et vous ne pouvez plus lui rendre. Elle doit donc assumer la perte. Si c'est une banque commerciale, elle devra l'assumer sur ses fonds propres. Si c'est une banque centrale, elle a la possibilité de l'assumer entre guillemets sur son bilan comptable. Et cela correspond à une forme de création monétaire. Car une banque centrale n'a pas d'activité en elle-même. Lorsqu'elle écrit sur son bilan comptable « Ah, j'ai une perte de moins 20 millions de yens », c'est comme si elle venait de créer à l'instant ces 20 millions de yens, car ils ont été dépensés. Ils ont été dépensés dans le monde réel. Et l'inscrire au bilan comptable d'une banque centrale, de la Banque centrale du Japon, est un équivalent d'une augmentation de la masse monétaire du yen, et donc une diminution du pouvoir d'achat de cette monnaie. Des gens qui vivent sous cette monnaie perdent un peu en pouvoir d'achat, et donc ils assument de façon collective cette perte qui a pu être effectuée alors par une entité japonaise, ou peut-être par une entité étrangère. Si la banque centrale d'un pays assume la perte dans sa devise, tous les citoyens, tous les gens qui vivent dans cette devise, citoyens, entreprises, la collectivité, assument une petite part de perte de pouvoir d'achat général. C'est la fameuse mutualisation des pertes. Lorsque le taux de change entre le dollar US et le yen va dans le bon sens, il n'y a pas de mutualisation des gains. Les 100 et quelques mille dollars que le trader, le banquier, a réussi à faire par ces jeux monétaires, ces jeux d'emprunt et de trade, hein, c'est une prise de risque, normalement, lui a permis de gagner des revenus qu'il n'a pas mutualisés. En revanche, lorsque ça se retourne, ils ont la possibilité, quand je dis ils ont, c'est donc les banques commerciales associées aux banques centrales, les gens qui décident ont la possibilité de mutualiser les pertes. C'est comme cela que fonctionne notre système fiat. Alors, je ne sais pas si la crise est finie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est entre les mains de ces fameux banquiers centraux. Car c'est eux qui l'ont déclenché également. Avec un changement, alors là je reviens sur la Banque centrale du Japon, ils ont effectué un changement des taux d'intérêt directeurs et la Banque centrale du Japon est passée de 0,1% à l'année à 0,25%. Alors, ça peut ne pas vous paraître énorme, mais c'est cette décision qui a provoqué la remontée du yen par rapport au dollar, car cette décision a changé le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Je m'explique. Rappelez-vous que le prix, quel que soit l'actif, n'est le résultat à l'instant T que du rapport, du ratio entre l'offre et la demande. La demande sur l'offre d'ailleurs. Si la demande augmente plus vite que l'offre, le prix a tendance à monter. Si l'offre augmente plus vite que la demande, le prix a tendance à baisser. Et inversement. En augmentant les taux d'intérêt, la Banque centrale du Japon a à la fois diminué l'offre et augmenté la demande, créant ce petit choc local. J'en reviens aux institutionnels, et ceux notamment qui avaient pris le plus de risques. Ils se retrouvent tout à coup à devoir rembourser, et donc ils souhaitent acheter du yen. Vous voyez que donc la demande d'un coup augmente. Or, le yen est moins disponible car son taux d'emprunt est plus élevé. Donc par cet effet, il est rendu plus rare. Donc on se retrouve avec plus d'acheteurs de yens et moins de vendeurs, entre guillemets. Donc changement du rapport de force à un instant T, à un instant local, et explosion du pouvoir d'achat du yen par rapport au dollar. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait anticipé, ce qu'avait prévu M. Charles Gave. Alors qu'en est-il de la suite ? Évidemment, je n'ai pas les réponses, je ne fais pas partie des initiés. Si vous êtes un des initiés, que vous savez, encore une fois, n'hésitez surtout pas à l'expliquer, à le dire en commentaire. Ce que je peux vous faire, c'est vous montrer l'indice de la devise, du yen japonais, donc le JXY. Vous êtes ici en mensuel, hein, donc pour ceux qui ne sont pas familiers de l'analyse chartiste, chaque bougie représente un mois. Et nous avions vu, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, qu'il y a ce qu'on appelle une divergence haussière. C'est-à-dire que le prix, l'action des prix, du prix a fait de nouveau plus bas, alors que l'action du RSI, hein, qui représente le rapport de force entre acheteurs et vendeurs,
n'a pas fait de nouveau plus bas. Cependant, ce que j'avais expliqué, c'est que nous sommes toujours, vous voyez, le rapport de force est toujours en faveur des vendeurs. Même si le prix a fait un rebond, vous voyez, sur le long terme, là je vous montre le graphique qui débute en 2007, donc on a une vue relativement long terme. Vous voyez que cela peut prendre encore des mois. Il est possible que les choses s'inversent, que les acheteurs reprennent la main et que nous continuons de connaître de nouveaux plus hauts, ce qui continuera de mettre en difficulté ceux qui avaient pris un peu moins de risques, un peu moins de levier, car dans les estimations, on a pu lire à droite à gauche que ce fameux pari, emprunter du yen pour acheter d'autres actifs, et c'est pas qu'en dollars, ça peut être acheter de l'euro pour acheter des actifs européens, etc. Ça représentait 20 000 milliards, l'équivalent de 20 000 milliards de dollars. Donc je vous laisse imaginer, effectivement, si le rapport de force, si la banque japonaise continue de resserrer, d'augmenter ses taux d'intérêt, et ce, afin de protéger le pouvoir d'achat de sa monnaie, car il y a toujours des choix. Évidemment, lorsqu'on sacrifie le pouvoir d'achat de sa monnaie, on sacrifie son pouvoir d'achat par rapport à l'étranger. Tous les biens et les services à l'extérieur de notre zone deviennent beaucoup plus chers. Et donc ceux à l'intérieur du pays qui vivent et qui dépendent notamment de l'État, les fonctionnaires, les retraités, etc., ont beaucoup plus de mal à voyager, à acheter des biens extérieurs qui deviennent plus chers. En revanche, souvent, ça a tendance donc à favoriser les entrepreneurs, car travaillant dans une zone où la monnaie est entre guillemets à prix cassé, ils peuvent fabriquer peu cher et deviennent très intéressants pour l'étranger. Et donc l'industrie japonaise peut exporter plus facilement. Donc ça, augmenter ou diminuer la masse monétaire a des effets, favorise un certain type de gens, en défavorise d'autres, et inversement. C'est ce qui s'est passé en France. Nous avons un euro qui a un pouvoir d'achat trop élevé par rapport à notre mode de vie, aux choix sociétaux que nous avons fait depuis des décennies. Et c'est ce qui explique en partie que les entreprises soient parties ailleurs, car elles ne peuvent pas exporter, elles ne peuvent pas être compétitives, entre autres, car notre euro était un pouvoir d'achat trop fort. Aux choix sociétaux que nous avons fait, comme le fait de diminuer le temps de travail, le fait d'avoir plus de fonctionnaires pour faire tourner notre État par rapport à l'État allemand, par exemple, comparons, on va dire, ce qui est comparable. Et donc, ces jeux sociétaux sont capitaux à comprendre. Le pouvoir monétaire est vraiment le pouvoir le plus puissant. Il a une influence sur nos vies, en général, même si nous n'en sommes pas conscients, car c'est souvent des phénomènes un peu lents, un peu insidieux, mais ils sont extrêmement puissants et sont capables de façonner, de transformer nos sociétés. C'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour ça que je vous demande de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à claquer le pouce, et nous allons finir juste sur le marché américain. Je vais vous montrer le SP500, qui représente bien en gros l'état des marchés en général. C'est évidemment, donc le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, et ça représente bien donc l'état de santé du marché des actions. Vous remarquez, donc je vous ai mis, là nous sommes en 2000 avec les différentes crises, et depuis 2010, en gros, nous sommes dans un marché haussier, avec un rapport de force entre acheteurs et vendeurs, vous voyez, qui a toujours été du côté des acheteurs, avec 3 fausses sorties ou petites alertes. La dernière, nous l'avions vécue ensemble en septembre 2022, et là, vous regardez que nous sommes encore très haut perchés. Les acheteurs sont encore en complète maîtrise, et ça ressemble pour le moment plus à une temporisation, une latéralisation, comme de façon mécanique, le marché ne peut pas monter en ligne droite. Ça ressemble plus à ça pour le moment, même si c'est une première alerte et qu'il faudra surveiller, mais il est encore trop tôt pour parler de véritable crack. Si je passe en hebdomadaire, vous voyez que c'est un très beau retracement, mais que nous avons encore beaucoup de supports, on appelle ça des supports, c'est-à-dire beaucoup de zones où potentiellement les acheteurs peuvent se réveiller, et notamment ici, autour des 4008, c'est-à-dire c'est l'ancien ATH de janvier 2022, avant l'énorme retracement avant 2022-2023, toute la digestion, la latéralisation, c'est pas un marché baissier, mais toute la phase en fait de retracement qui a été assez longue. De même, vous voyez que le RSI est toujours pour le moment dominé du côté des acheteurs. Donc à suivre. En tout cas, je serai là, je me suis réinstallé, je vais être là de façon régulière. Maintenant, on va faire exploser la chaîne, je vous le dis. Je vais tâcher de progresser à chaque vidéo avec mon magnifique micro. On repartagera des articles de Monsieur Gave. On va continuer à suivre les marchés, bien sûr les cryptos, et je vous réserve quelques interviews, quelques entretiens qui devraient être très sympas. Donc, merci encore. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, et à très vite.